proposé par MT71 et qui va concerner la prévention de la contamination dans les entreprises par rapport au Covid-19. Donc, je me présente, je suis Estelle Ducreux, conseillère en prévention IPRP au sein de MT71. Et donc, je vais animer ce webinaire avec ma collègue Nathalie Carré, qui est aussi IPRP au sein de MT71. Alors, j'espère que vous m'entendez. Si quelqu'un peut juste me mettre oui au niveau du chat, ce serait parfait. Que, voilà, que je sois certaine de ne pas parler dans le vide. Donc, ce webinaire va consister en une présentation qui reprendra un petit peu déjà un point sur la situation, quelques définitions qu'on va remettre un petit peu d'actualité parce qu'on parle de choses sans, des fois, c'est pas tout à fait les mêmes choses avec les mêmes mots, donc voilà. Ensuite, on verra comment prévenir l'apparition d'un cluster dans les entreprises, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui pose problème. Et on s'aperçoit que c'est notamment au niveau des pauses, des repas, et puis dans les vestiaires que les contaminations se font. Donc, on verra comment prévenir justement l'apparition de ce cluster. Et puis, on détaillera également les conduites à tenir en cas d'apparition d'un cluster dans l'entreprise. Et puis, on rappellera aussi la conduite à tenir pour les tests et en cas de contamination. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on déroule la présentation avec ma collègue et que vous avez la fenêtre de chat à votre droite, à la droite de votre écran, qui vous permet de poser vos questions. Donc, vous pouvez les poser dès à présent et donc, à l'issue de la présentation, on essaiera d'y répondre avec Nathalie, bien évidemment. Voilà. Donc, écoutez, on va démarrer. Alors, déjà, on va faire un point sur la situation. Alors, c'est juste un petit rappel, c'est une épidémie qui a commencé quand même le 14 mars, enfin bien avant, mais le 14 mars, on était au stade 3. Le confinement a été acté au 17 mars, l'état d'urgence sanitaire au 23 mars. Cet état d'urgence sanitaire s'est terminé le 10 juillet. On a pu passer un été à peu près tranquille, mais le 17 octobre, de nouveau, la France est en état d'urgence sanitaire. Et donc, la loi est autorisée, en fait, autorise l'état d'urgence jusqu'au 16 février 2021. Voilà. Et donc, le 29 octobre, un nouveau confinement qui, vous savez, s'est un petit peu allégé le week-end dernier avec la réouverture des commerces, etc. etc. Donc, au niveau du taux d'incidence de l'épidémie, donc le taux d'incidence, c'est le nombre de cas Covid, en fait, par rapport à la population globale. Donc, on voit bien sur la courbe qui diminue. Donc là, c'était au 27 novembre, il diminue depuis quelques jours déjà. Donc, on est quand même sur la bonne voie, mais il ne faut pas relâcher la vigilance puisque vous savez que la contamination, elle se fait facilement, relativement facilement. Au 23 novembre, alors depuis le 9 mai, il y a eu 9055 clusters. Donc, on va revoir après ce qu'est un cluster. Et donc, au 23 novembre, il y a quand même plus de 3700 clusters encore en cours d'investigation. Ces clusters ont pour origine le milieu scolaire, le milieu universitaire moins maintenant puisque les facs sont fermés, les EHPAD essentiellement, et puis les entreprises. Voilà. Donc, d'où le sujet aujourd'hui de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait le moins de clusters possible dans les entreprises. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Nathalie qui va vous donner quelques définitions pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on va commencer par revoir certaines définitions, notamment les modes de contamination. Donc, les gouttelettes qui sont chargées de virus et expulsées par les personnes contaminées en toussant ou en éternuant, on maîtrise bien.
Si vous touchez notamment aussi les surfaces contaminées et que vous portez ensuite vos mains au visage, et aussi probablement donc les aérosols qui sont des gouttelettes ultra fines qui peuvent être produites lors de l'expiration. Alors dernièrement, le Haut Conseil de santé publique a souligné que les risques de contamination étaient liés à 4 paramètres importants à prendre en compte, notamment le brassage de la population, la densité de population dans un même lieu, le temps de contact avec les personnes qui sont potentiellement contaminées et la ventilation des locaux. Donc, ces 4 paramètres sont effectivement bien à prendre en compte par rapport à la contamination. Maintenant, on va voir ou revoir qu'est-ce qu'un cas contact. Donc, le cas contact, il est défini comme le contact avec un cas confirmé, mais en l'absence de mesures de protection qui sont efficaces durant toute la durée du contact. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact? Alors, on a les séparations physiques qui isolent la personne contact du cas confirmé en créant donc 2 espaces indépendants, donc tout ce qui est vitre, hygiaphone. Mais il faut vraiment que ça soit 2 espaces indépendants pour que cette séparation physique soit efficace. On a également le port de masque chirurgical FFP2 ou grand public, mais qui correspond à la norme AFNOR de catégorie 1, ou le masque grand public qui est en tissu réutilisable, qui possède une fenêtre transparente homologuée par la DGA, donc la Direction générale de l'armement. Alors ça, c'est une information assez récente qui n'était pas transmise par Santé publique France auparavant. Cette notion de masque grand public en tissu réutilisable avec la fenêtre transparente, ça date du 16 novembre de cette année. Et donc, ces masques que l'on vient de voir doivent être portés par le cas ou le contact. Si un des deux le porte, c'est suffisant. Par contre, s'il s'agit d'un masque grand public AFNOR également, mais de catégorie 2, ou un masque de catégorie AFNOR, mais on n'a pas la connaissance de la catégorie, ça peut arriver. Dans ce cas, ce masque-là doit être porté et par le cas confirmé et par le contact. Donc voilà les 3 notions qui sont prises en compte dans les mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact. Alors, on ne considérera pas comme mesure de protection efficace les plaques de plexiglas qui sont posées sur un comptoir. Si la personne, notamment, ne porte pas de masque derrière le comptoir. Donc ça, ce n'est pas considéré comme une mesure de protection efficace. On parle bien sans masque. Hein. Les masques en tissu maison qui ne répondent pas aux normes AFNOR, ainsi que les visières en plastique transparente qui sont portées seules, sans le masque sous la visière. Alors maintenant, on a vu ce qu'était qu'un cas contact. On aura 2 notions, la notion de contact à risque ou la notion de contact à risque faible, négligeable. Alors, on considérera une personne contact à risque, toute personne, alors qui partage le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable, qui a eu un contact direct avec un cas en face à face, donc là, à moins d'1 mètre, quelle que soit la durée, et c'est le cas notamment des conversations ou des repas, par exemple. Une personne qui aurait prodigué ou reçu des actes d'hygiène ou de soins, et une personne qui a partagé un espace confiné, donc ça peut être un bureau, une salle de réunion, un véhicule. Alors là, pendant au moins 15 minutes consécutives, où ces 15 minutes, elles peuvent être cumulées sur les 24 heures avec un cas, ou aussi être resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d'éternuement.
Donc là, voilà ce qu'on considère comme une personne contact à risque. Contact à risque négligeable, ce sera donc toutes les autres situations de contact et aussi les personnes qui ont eu un antécédent d'infection par le Covid confirmé par amplification moléculaire, donc les différents tests, PCR et RT-LAMP, ou aussi eu un test antigénique ou une sérologie, mais datant de moins de 2 mois. Donc là, ces deux définitions que l'on vient de voir ne s'appliquent pas donc aux professionnels des milieux hospitaliers et aussi aux milieux scolaires, puisqu'il y a des protocoles spécifiques. Petit souci. Alors, attention, on ne considérera pas comme cas contact toutes les contacts pour lesquels elles ne sont pas répertoriées dans les situations à risque que l'on a vues préalablement. Et quand la personne qui a eu le contact, en fait, n'est pas sûre d'être positive au Covid-19. De même, quand vous croisez des personnes dans l'espace public de manière fugace, même en l'absence de port de masque, elles ne seront pas considérées comme des contacts à risque. Et chose très importante également, le cas contact d'un cas contact n'est pas un cas contact. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que de toute façon, les cas contacts sont identifiés comme tels par les professionnels de santé autorisés, en l'occurrence l'assurance maladie ou l'ARS, donc Agence régionale de la santé. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'un cluster. Donc, l'apparition d'un cluster, c'est le diagnostic de plus de 3 contaminations sur 7 jours dans l'entreprise et c'est la définition qui est donnée par l'ARS. D'où l'importance, donc, pour l'employeur de veiller à maîtriser l'apparition des chaînes de contamination, parce qu'un cluster, c'est un foyer de contamination, et d'empêcher leur diffusion. Donc, on va vous rappeler certaines règles pour éviter donc l'apparition de ces clusters. Je vais laisser la parole à ma collègue. Alors, pour prévenir les risques de transmission, donc on vient de voir qu'en entreprise, effectivement, il y avait des clusters encore aujourd'hui. Et donc, ces clusters, on s'aperçoit qu'ils prennent vie, en fait, lors de moments bien particuliers, comme les pauses café, les pauses cigarettes, la prise des repas ou alors dans les vestiaires. Alors, toc. Ah, j'ai un petit... J'arrive plus. Voilà. Alors, prévention dans les entreprises. Donc, le cadre général, je pense que tout le monde connaît le protocole national du ministère du Travail, dont la dernière version date du 13 novembre 2020. C'est un protocole, en fait, qui est sans arrêt mis à jour selon l'évolution de l'épidémie. Et donc, il permet d'accompagner les entreprises dans la gestion du risque épidémique. En dégageant en fait un ensemble de mesures dont la mise en œuvre par l'entreprise et les salariés établit le respect des principes généraux de prévention. Donc en gros, ce protocole, il dit qu'il faut déjà évaluer les risques de transmission au sein de l'entreprise et mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc juste un petit rappel, pour commencer, en fait, avant de penser à la prévention, il faut commencer par identifier les situations de travail à risque. Donc, c'est bien les situations de travail où il y a un risque de transmission par des gouttelettes. Donc, c'est partout là où les salariés soit sont en contact l'un avec l'autre, soit sont en contact avec du public.
On regardera aussi le risque de transmission par l'air, hein, puisque à ce jour, on n'est pas certain que la transmission par voie aérienne dans les lieux publics reste possible par l'air, notamment quand les lieux sont particulièrement bondés. Donc ça, c'est l'OMS hein, qui a conseillé de veiller à cette transmission par l'air. Et puis la transmission aussi par les objets qui sont contaminés par, quand un salarié touche un objet et qu'il est positif au Covid, il va contaminer cet objet. Si quelqu'un vient derrière et porte ses mains à sa bouche, par exemple, il va se contaminer également. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les situations de travail qui doivent être identifiées dans l'entreprise pour mettre d'abord à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et donc ensuite, une fois que vous aurez identifié ces situations de travail, vous allez pouvoir mettre en place la prévention basée sur ce fameux protocole national de santé-sécurité publié par le ministère du Travail. Donc, on ne va pas détailler ce protocole parce que ça a déjà été fait dans des webinaires précédents, hein, qui sont d'ailleurs toujours en ligne sur le site MT71, hein, donc n'hésitez pas à les revisionner. Alors, le socle de règles en vigueur dans ce protocole, c'est d'abord les mesures de protection des salariés. Donc, on met tout ce qui peut être en télétravail, on le met en télétravail. Et puis, la deuxième mesure, c'est maintenir une distanciation physique suffisante pour éviter que les gens se contaminent les uns avec les autres. Ensuite, ces mesures sont complétées par les dispositifs de protection des salariés, donc notamment le lavage des mains, qui est très important, le port du masque, qui est, vu qu'on est en situation d'urgence sanitaire, le port du masque aujourd'hui est obligatoire dans tous les lieux clos. Au niveau de l'entreprise, ça concerne donc tous les lieux, sauf les bureaux individuels. Quand les gens sont tout seuls dans un bureau individuel, ils peuvent poser le masque. Sinon, tout le reste, le port du masque reste obligatoire aujourd'hui. Il n'y a pas de dérogation possible. Il donne également des conseils par rapport aux visières et aux gants. Hein. Donc, les visières, clairement, ce n'est pas conseillé parce que ce n'est pas suffisant. Donc, ça l'est uniquement s'il y a un port du masque qui est dessous. Et puis les gants ne sont pas conseillés non plus parce que les salariés, enfin, on a l'impression d'être bien protégé avec des gants. En fait, donc on est moins vigilant en fait. Et les gants remplacent pas l'hygiène des mains, le lavage des mains. Voilà. Ce protocole donne également des bonnes pratiques par rapport à la gestion des flux. Donc, il faut voir ou revoir la circulation dans l'entreprise, comment faire en sorte que les gens se croisent le moins possible. Il donne également des pistes par rapport au plan de nettoyage, puisque le nettoyage en ces temps-ci est très important également, nettoyage, décontamination. Donc là-dessus, vous avez tout un tas de conseils dans ce protocole. Il donne également des informations sur le dépistage, les tests de dépistage, comment est-ce qu'on peut s'en servir dans les entreprises. Il donne également la prise en charge, les conseils de prise en charge par rapport à des personnes symptomatiques et puis des conseils par rapport aux prises de température dans les entreprises aussi, qui ne sont pas forcément conseillées aujourd'hui. Une chose importante qui est un peu récente, enfin qui est récente oui et non, puisqu'il y avait une ancienne application hein, qui s'appelle maintenant Tous Anti-Covid, et donc les entreprises sont censées informer leurs salariés de l'existence de cette application et surtout de les inciter à utiliser cette application, puisque cette application permet de faciliter le contact tracing. La trace en fait de tous les contacts qui ont été en contact avec une personne Covid. Et puis aussi, les entreprises doivent se doter d'un référent Covid, donc ça c'est une obligation également, hein, dont le rôle doit être précisé. Et donc, ce référent Covid va faire en sorte que tout ce qui est mis en place dans l'entreprise soit respecté, les consignes, il va informer les salariés, les sensibiliser, etc., etc. Donc là, c'est pareil, il y a un webinaire sur le site MT71, le rôle du référent Covid. Si vous ne savez pas trop comment définir ces missions, ça peut vous aider de visionner le replay.
Alors, on ne va pas détailler le cadre de prévention générale. Par contre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans les vestiaires, hein, puisque c'est un lieu de contact étroit entre les salariés, souvent. Et donc là, il y a des contaminations qui peuvent se faire dans les vestiaires. Donc la première chose à faire, c'est de rendre obligatoire le lavage des mains avant et après. Alors soit avec du gel hydroalcoolique, soit avec un point d'eau. Hein. S'il y a un point d'eau, il n'y a pas de souci. Et puis la seconde chose, c'est de demander aux salariés de respecter le port du masque autant que possible. C'est-à-dire qu'il ne va pas éviter qu'il pose son masque en arrivant au vestiaire et que voilà. Donc, garder le masque autant que possible dans les vestiaires. Ensuite, il faudra limiter l'accès, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un nombre minimum de salariés dans les vestiaires en même temps. Donc, il y a une jauge qui est donnée actuellement. Donc, avant, elle était non, elle est toujours, de 4 mètres carrés par personne, donc 1 mètre linéaire entre 2 personnes. Donc, en fait, votre jauge, vous allez la calculer à partir de la surface des vestiaires, hein, en gardant les meubles, hein, on ne va pas se lancer dans des calculs compliqués. Et puis, donc, ça vous donnera un indicateur de jauge maxi que vous devez afficher à l'entrée des vestiaires. Si possible, prévoir également un indicateur quand la salle est pleine, hein, que la jauge est dépassée, enfin est atteinte du moins. Voilà. Et pour limiter l'accès, on va faire en sorte aussi d'ajuster les horaires de prise de poste, donc de décaler de 5 minutes, de 10 minutes, voir ce qui est possible de faire en termes d'organisation. Alors, je sais que ça peut être compliqué, mais il faut absolument éviter que tous les gens soient au vestiaire en même temps. Séparation zone sale et zone propre, bon, bah là, c'est bien évidemment quand on se déshabille, on ne va pas contaminer la zone propre. Donc, faire en sorte d'identifier 2 zones séparées par au moins 1 mètre. Alors, ça peut être un container, hein, un container pour le sale ou des poubelles à pédales. Ensuite, bah là, c'est valable pour toute l'entreprise. Hein. On aère les locaux régulièrement. Donc là, la norme, c'est 15 minutes toutes les 3 heures. Et puis, dans les vestiaires, on aérera aussi après chaque prise de poste. Alors, aérer quand c'est possible d'aérer, hein, bien évidemment. Sinon, on a la ventilation qui est là pour renouveler l'air. Mais attention, si vous avez une ventilation qui fonctionne sur un système de recyclage de l'air, là, c'est pas bon, il vaut mieux la couper. Ensuite, on va revoir les sens de circulation, donc faire en sorte que les équipes ne se croisent pas. Les équipes qui prennent leur poste, celles qui quittent leur poste, on va éviter qu'elles se croisent dans les vestiaires parce que des fois, c'est ce temps qui permet de faire de donner les consignes à l'équipe qui revient. Donc là, on va éviter en ce moment. On va matérialiser des flux de circulation. Si vous avez 2 entrées, faire une porte d'entrée, une porte de sortie. Essayer de mettre en place le flux marche avant, si possible, hein, jamais revenir en arrière. Et puis pas de croisement des équipes, ça je l'ai dit. Ensuite, séparation physique ou respect de la distanciation. Donc, je vous ai dit, hein, toujours 1 mètre, même si on porte le masque. Donc, on évitera les bancs parce que les bancs, les gens se rapprochent. Les chaises sont préférables si on peut les séparer d'1 mètre. Il faudra également faire en sorte que les consignes soient claires et diffusées aux salariés. Donc, il y a plein d'outils pour vous aider à ça. Donc, il y a aussi sur le site MT71, il y a des affiches sur le site du ministère, Santé publique, etc. Et puis, le plan de nettoyage qui devra prendre en compte les vestiaires de façon un peu plus importante, de façon qu'il y ait un nettoyage et une désinfection qui se fasse après chaque passage. Alors, ça peut être le salarié ou quelqu'un de l'entreprise, hein, ce n'est pas forcément l'entreprise extérieure qui fait le ménage, qui doit revenir à chaque passage. Donc, voilà pour les vestiaires.
Alors, les pauses café, cigarettes, les arrosages en tout genre. Alors, là, c'est plus embêtant puisque, bon, quand on boit un café ou quand on fume une cigarette, on quitte notre masque. Et donc, c'est là, clairement, que les contaminations se font, hein, se font plus facilement. Alors, il n'est pas conseillé de condamner les machines à café. Laissez vos machines à café. Par contre, il faut mettre en place un protocole d'utilisation de la machine à café. Déjà, déterminer une jauge maxi qui soit devant la machine à café, donc qui respecte les 4 mètres carrés et puis les 1 mètre entre deux personnes. Donc, autant dire qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de monde devant la machine à café. Il faut mettre un protocole de nettoyage et de désinfection à chaque fois que c'est touché par un salarié. Donc, un petit spray avec un petit chiffon, hein, ça permet de nettoyer le bouton où on appuie, etc. C'est rapide. Et puis, si possible, aller boire son café dans un coin. Alors, si on a un bureau particulier, c'est bien. Il est conseillé d'aller boire son café dans son bureau, même si en temps normal, ce n'est pas conseillé. Mais éviter de boire son café en groupe. Et donc, ça, je ne l'ai pas dit, mais en amont, on fera en sorte d'organiser les prises de pause, pas tous en même temps, donc par atelier, par ligne de production, par service, de façon à ce qu'il y ait le moins possible de personnes en simultané. Pour la pause cigarette, alors souvent les pauses cigarettes, c'est dehors, hein, dans des endroits qui sont dans des espaces fumeurs. Et donc là, c'est pareil, hein, l'espace fumeur, eh ben, il doit y avoir une jauge maxi. Les gens, ils attendent voilà, pour éviter de se retrouver à fumer une cigarette où on enlève le masque aussi, hein, dans des endroits qui sont souvent petits et on est obligé de se regrouper à moins d'1 mètre souvent. Et donc, sachez qu'en cas de regroupement à l'extérieur et de non-respect de la distanciation d'1 mètre, le port du masque reste obligatoire. Voilà. Donc, voilà. Alors, pour les arrosages, ben, on va différer. Hein, on va attendre que la situation soit redevenue normale pour faire des arrosages. Hein. Malheureusement, c'est pas gai, mais c'est comme ça. Il vaut mieux différer un peu. Ensuite, alors les salles de restaurant, donc là, je ne parle pas forcément de restaurant d'entreprise hein, où c'est sous-traité par un prestataire extérieur, mais simplement la salle de restaurant où chaque salarié amène son repas, par exemple. Donc là, c'est pareil, on va organiser les pauses repas de façon à ce qu'il y ait le moins possible de personnes en simultané. Donc, on va essayer de les organiser soit par service, soit par atelier, pour éviter que tout le monde soit en même temps en pause. On va organiser un plan de circulation dans la salle de restaurant. Donc, si vous avez 2 portes, bah, c'est pareil, on fait toujours en sorte que les flux ne se croisent pas. Hein. Les gens qui arrivent, ils rentrent par une porte, les gens qui sortent, ils sortent par l'autre. On déterminera une jauge maxi dans le local, donc là, toujours 4 mètres carrés par salarié si possible, en maintenant la distanciation sociale de 1 mètre minimum entre 2 convives, enfin entre 2 personnes qui prennent leur repas. On évitera les face-à-face, donc pour ça, il suffit de condamner certaines chaises, par exemple, donc pour éviter les face-à-face et pour éviter les moins de 1 mètre. On rendra obligatoire le lavage des mains avant et après. Donc là, c'est pareil, hein, il faut clairement que le salarié sache qu'il faut se laver les mains, que c'est obligatoire, une obligation. On rendra également obligatoire le port du masque lors de tous les déplacements, c'est-à-dire dès l'instant où on quitte la table, on met notre masque. Donc ça, c'est le protocole qu'on pouvait retrouver dans les restaurants avant qu'ils soient fermés, malheureusement. Voilà. Donc, sachez que votre salarié, il y a des salariés, on entend en ce moment, qui refusent de porter les masques. Donc là, c'est pas… si le port du masque est intégré au règlement intérieur, bon, bah là, vous pouvez
le sanctionner, mais si ce n'est pas le cas, ça reste quand même des règles qui sont dans l'entreprise, donc normalement, aucun salarié ne doit refuser le port du masque. Alors, je reviens par rapport à la prévention dans les salles de restaurant. Donc, éviter l'utilisation de la vaisselle commune. Donc, en ce moment, il faudra dire aux salariés d'apporter sa propre vaisselle. Mettre à disposition des salariés un registre de présence en cas de cluster, notamment, l'ARS vous demandera de faire le contact tracing et donc ce registre vous facilitera la vie quand vous devrez remonter au contact de la personne positive. Donc ça, c'est important. Aérer régulièrement le local. Donc là, j'en ai parlé tout à l'heure, minimum 15 minutes toutes les 3 heures. Mais bon, là, dans les restaurants, c'est surtout avant et après. Et puis, le nettoyage et la désinfection par l'entreprise ou la personne qui nettoie d'habitude. Et puis aussi par la désinfection par les salariés eux-mêmes. Il peut y avoir tout à fait un spray à leur disposition avec un petit chiffon qui permettent de nettoyer la place qu'ils ont occupée. Voilà. Donc voilà les 3 cas en fait qui nous paraissaient importants de détailler un peu par rapport à la prévention. Donc maintenant, Nathalie va vous expliquer les conduites à tenir, notamment en cas d'apparition de cluster dans une entreprise. Alors, voilà. Alors, en cas d'apparition d'un cluster, donc s'il y a plus de 3 personnes contaminées sur une période de 7 jours dans l'entreprise, à ce moment-là, il faudra que vous alertiez l'agence régionale de santé, l'assurance maladie, et donc vous serez amené à suivre les consignes qui vous communiqueront. Vous pouvez également aussi consulter votre service de santé au travail pour un accompagnement, que ce soit pour l'évaluation, la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, les opérations de désinfection, la réorganisation du travail, et le médecin du travail pourra engager un dialogue avec certains salariés dans le cadre du suivi individuel et, dans certains cas, pouvoir prescrire des examens complémentaires. Donc, il faudra nettoyer et désinfecter les locaux selon les préconisations qui vous seront transmises par les autorités sanitaires et aussi le service de santé au travail. Important également, si vous en disposez un, d'informer le CSE du cluster, donc dans le respect bien sûr de l'anonymat des personnes concernées et des mesures qui seront envisagées en urgence. Donc, le CSE doit être associé aux mesures mises en place. Donc, on a déjà parlé de la mise à jour du document unique, mais il faudra, en cas d'apparition d'un cluster, effectivement le reprendre et voir s'il ne faudrait pas intégrer à ce moment-là de nouvelles mesures pour renforcer la prévention et donc limiter les foyers de contamination. Il faudra également informer l'ensemble des salariés sur la prévention des risques de contamination, donc réinformer et afficher aussi les consignes générales et les mesures de prévention que vous décidez de mettre en place en plus. Et s'assurer que les cas contacts ont bien été contactés par l'assurance maladie, parce que dans ce cas-là, donc, les personnes contacts vont rester isolées 7 jours. Et à l'issue des 7 jours, donc, elles vont pouvoir se faire dépister. Renforcer aussi en cas de cluster le télétravail si il est possible dans votre entreprise. Donc, vous allez être amené également à collaborer avec les autorités sanitaires dans le cadre du contact tracing. Donc, on a vu que le référent Covid avait un rôle important dans ce cadre, puisqu'il pourra établir le listing des personnes, vous aider à établir le listing des personnes qui peuvent être cas contact. Et les contacts qui seront identifiés donc, et qui redescendront par l'ARS seront pris en charge et placés donc, en isolement 7 jours, comme on l'a dit.
Dans ce cas-là, donc l'employeur peut inviter, mais ne doit pas l'imposer, ses salariés à l'informer du résultat de leur test. Donc, vous allez aussi contribuer à l'identification des contacts si le test est positif. Donc, on a vu la personne contaminée peut informer son employeur de sa contamination pour effectivement que l'employeur puisse prendre en compte des mesures complémentaires pour rompre la chaîne de contamination. La personne contaminée aussi peut communiquer le nom des personnes avec qui elle a été en contact au travail pour qu'ils soient identifiés comme cas contact. Donc, au cours des 7 derniers jours précédant le test, si la personne est asymptomatique, et au cours des 48 heures précédant le test, si elle est symptomatique. Donc, on a deux notions, hein, si la personne est asymptomatique ou si elle est symptomatique, avec des durées donc, pour remonter sur le contact tracing qui sont différentes. Donc, faciliter, vous pouvez être amené aussi à participer et faciliter les campagnes de dépistage. Alors, campagnes de dépistage qui, dans ce cadre, sont organisées par les autorités sanitaires. Donc, les résultats des tests sont renseignés dans ce cadre-là, dans le dispositif de contact tracing qui est mis en place par l'ARS. Et les tests doivent être réalisés dans le strict respect des instructions réglementaires et des recommandations des autorités sanitaires. Alors, quelques points à bien connaître hein, sur ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Effectivement, vous ne pouvez pas établir et diffuser des fichiers de personnes contaminées et des cas contacts. Seules les autorités de santé ont le droit de le faire. Vous ne pouvez pas non plus exiger un certificat médical avant qu'un salarié reprenne son travail à la fin de l'arrêt maladie lié au Covid. Vous ne pouvez pas non plus imposer un test de dépistage à vos salariés et les sanctionner s'ils refusent. Vous ne pouvez pas non plus imposer aux salariés de l'informer du résultat du test, hein, on l'a évoqué précédemment. Et s'il est Covid-19 positif, vous ne pouvez pas l'obliger, bien sûr, à venir travailler. De même, la conservation et le traitement des données récoltées n'est pas autorisé. Seules les autorités sanitaires sont autorisées à le faire. Alors maintenant, on va voir la conduite à tenir pour les salariés qui seraient identifiés cas contact à risque. Donc, on l'a déjà évoqué, donc 7 jours d'isolement après un contact avec un cas confirmé. Donc, le cas contact, dans ce cas-là, doit rentrer chez lui s'il était au travail ou rester chez lui. Et s'il utilise des transports en commun, donc il doit porter un masque chirurgical. Il doit effectivement aussi avertir son employeur. Alors, s'il ne peut pas télétravailler, à ce moment-là, il sera mis en arrêt de travail. Et l'arrêt de travail, donc la demande d'arrêt de travail se déclare sur le site d'Amélie, declar.amélie. Et cet arrêt de travail doit s'accompagner aussi d'une attestation sur l'honneur de ne pas pouvoir télétravailler. Et donc, il y a une vérification des enregistrements des cas contacts qui est faite par l'assurance maladie dans la base contact Covid. Donc, le cas contact, il reste isolé 7 jours après le dernier contact avec la personne Covid-19. Et au-delà des 7 jours, il doit faire un test qui sera positif ou négatif. Alors, si la personne qui est déclarée Covid-19, elle vit sous le même toit que le cas contact, donc là, le test se fait tout de suite. On n'attend pas les 7 jours. Et donc, à la reprise, la personne devra porter systématiquement un masque, comme tout le monde d'ailleurs, et respecter strictement les gestes barrières et la distanciation, au moins dans les 7 jours qui restent après l'isolement.
Mais de toute façon, le respect des gestes barrières, le port du masque est nécessaire de toute façon dans l'entreprise, dans un lieu clos. Donc là, vous le voyez peut-être pas très bien, mais il est aussi en téléchargement sur le site MT71 ou sur le site du ministère de la Santé. C'est un logigramme sur l'isolement et le test, comment on doit faire. Donc, ça dépendra effectivement si on a les symptômes de la Covid-19 ou si on ne l'a pas. Et donc, on redécline la procédure qu'on a un petit peu abordée préalablement. De même, un petit logigramme, si je suis contact à risque, qu'est-ce que je dois faire? Donc, on l'a vu, immédiatement, on s'isole. Et 7 jours après, sauf si on vit sous le même toit, donc on fait un test. Et s'il est positif, donc on poursuit l'isolement. Et s'il est négatif, donc on arrête l'isolement et on retourne au travail avec les précautions, donc port du masque, gestes barrières, distanciation. Un petit focus aussi sur les tests antigéniques et les indications de l'utilisation de ces tests. Donc, ça dépendra si, là on ne voit pas très bien, si le patient est symptomatique ou s'il est asymptomatique. Donc, si il est asymptomatique, mais qu'il est personne contact dans le cadre d'un cluster au niveau de l'entreprise, à ce moment-là, on voit qu'il ne bénéficiera pas d'un test antigénique, mais d'un test PCR. Voilà. Après, donc pareil, si un test antigénique est réalisé, donc on aura deux cas de figure en fonction du résultat du test, donc positif ou négatif, avec de nouveaux tests à faire si le test est négatif et pour une certaine catégorie de personnes. Donc ce logigramme est quand même assez bien fait pour comprendre les tests, comment les faire. Alors, les tests antigéniques sont réalisés dans les pharmacies, les laboratoires, par les infirmiers, les médecins. Donc, sur le site MT71, vous pouvez consulter la liste, la carte interactive des pharmacies qui réalisent les tests sur le département de Saône-et-Loire. Donc, elle est actualisée assez régulièrement. Voilà, donc on n'a pas reparlé. Donc l'employeur aussi doit informer les salariés de l'existence de l'application Tous Anti-Covid et notamment aussi de l'activer pendant les horaires de travail. Mais ma collègue vous l'a abordé précédemment dans sa présentation. Donc on vous rappelle les différentes ressources où vous pouvez retrouver une masse d'informations très intéressantes. Donc, et bien détaillé sur les ministères de la Santé, le ministère du Travail, Santé publique France, et toutes ces informations donc, sont mises à jour sur le site aussi de MT71. Chaque fois qu'il sort des choses nouvelles, comme les pharmacies pour la réalisation des tests antigéniques, le protocole par exemple pour les commerces, nous vous transmettons l'information via notre site www.mt71.fr. Voilà, donc nous avons terminé avec notre présentation. On va peut-être passer, on a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais nous allons pouvoir maintenant donc répondre à vos questions. Alors, la première question, c'est le bureau ou la salle de réunion sont-ils considérés comme confinés si ce local est aéré? Oui, ça fait partie des lieux, effectivement, qu'on dit confinés, même s'il y a une aération, même si vous l'aérez 15 minutes toutes les 3 heures, ça fait partie des lieux confinés. C'est un lieu clos, il y a la jauge à respecter aussi en fonction du nombre de mètres carrés, la distanciation et le nettoyage. Mais bon, la question concernait l'aération. Alors. Donc, la deuxième question, c'est au lieu de désinfecter avant, après chaque utilisation, ne faudrait-il pas favoriser le lavage des mains?
Surtout que les produits de désinfection peuvent aussi être dangereux pour la santé et dessécher les mains. Alors attention, là on parle de désinfection sur les surfaces avec des produits désinfectants de surface. En aucun cas, vous allez vous désinfecter les mains avec ce genre de produit. Donc il vous faut un chiffon, vous pulvérisez le produit désinfectant sur le chiffon et vous nettoyez la surface potentiellement contaminée. Donc vous n'avez pas de contact avec ces produits. Après, peut-être que vous parliez du gel hydroalcoolique. Donc là, le gel hydroalcoolique est utile si effectivement il n'y a pas de point d'eau avec du savon. Si vous avez un point d'eau avec du savon, bien évidemment, c'est largement suffisant pour le lavage des mains. La question suivante concernant le cas contact car vit sous le même toit qu'un cas positif, le tableau de Santé publique France est-il toujours d'actualité? Nous avons une personne à qui l'ARS a dit qu'il devait faire son deuxième test 48 heures après le dernier symptôme du cas positif de son foyer. Or, ce n'est pas ce que dit le tableau et ce n'est pas non plus le discours que j'ai eu de l'ARS. Alors, apparemment, il me semblait que le tableau de Santé publique France était toujours d'actualité. 48 heures après le dernier symptôme, il faudrait qu'on reprenne le tableau, mais on ne l'a pas mis là. A priori, ça, il faudrait qu'on vous réponde en différé parce que moi, je n'ai pas trop d'informations par rapport à cette histoire de 48 heures sur le deuxième test. Tu as des informations, Estelle? Non. Alors après, l'ARS, des fois, oui, ils sont peut-être amenés à dire des choses un peu différentes de ce qui est écrit. Il faut suivre leur consigne. Oui, voilà, faut poursuivre leurs consignes. Après, c'est embêtant s'ils ne vous disent pas la même chose à vous et au cas contact. Mais pour moi, deuxième test 48 heures après les derniers symptômes, oui, il me semble que c'est comme ça. On vous répondra cet après-midi, hein? On vous enverra un petit mail. Voilà. Alors, ensuite, nous avons eu le même cas et nous avons eu aussi cette notion de 48 heures. Ouais. Donc, écoutez, on vous mettra la réponse de façon générale. On va vous envoyer la présentation de toute façon. Donc, on vous mettra la réponse, comme ça tout le monde l'aura. Voilà. Et c'est sûr que les choses sont évolutives aussi assez régulièrement. Donc, ça demande effectivement toujours une veille. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. On va attendre 5 minutes. Alors, y a-t-il des recommandations sur les tests antigéniques en entreprise, une procédure? Alors là, je vais laisser Nathalie répondre. Donc, on a parlé effectivement des campagnes qui étaient organisées dans le cadre préconisé et organisé par les autorités sanitaires. Donc, effectivement, les entreprises peuvent participer, mais dans le respect des conditions réglementaires et aussi si les salariés sont volontaires à des tests antigéniques. Mais alors, pour l'instant, la formation de l'intervention des personnels, c'est encore pas tout cadré correctement et donc, ça demande quand même, en plus, ils sont financés par les entreprises. Donc, pour l'instant, on recommande plutôt de les faire pratiquer dans les pharmacies. Et c'est pour ça qu'MT 71 a diffusé la carte interactive des pharmacies qui les assurent. Parce que il y a quand même des conditions très rigoureuse et ça, on peut vous renvoyer donc au protocole national, le dernier du 13 novembre où on donne l'information sur la possibilité par les entreprises de réaliser des tests rapides
elles ont été effectivement rendues disponibles par été autorisées par les autorités sanitaires. Alors ensuite, nous avons le cas d'une personne positive. J'ai perdu la question. Travaillant dans un bureau fermé avec 3 autres personnes portant le masque, l'ARS ne les considère pas comme contact à risque. Alors, dès l'instant où le masque est porté, qu'il n'est enlevé à aucun moment, en fait, qu'il n'y a pas eu de pause prise ensemble autour d'un café ou une pause cigarette, effectivement, le masque est considéré comme une mesure de prévention efficace et donc là, on ne parle pas de cas contact à risque. Par contre, il faut bien prendre en compte tout ce que la personne a fait en dehors de son bureau aussi. Mais le fait d'être dans un bureau fermé avec 3 autres personnes, mais de porter toujours le masque, alors si on vous l'a dit tout à l'heure, hein, si c'est un masque chirurgical, une personne sur les 2 doit le porter, c'est suffisant. Par contre, si c'est un masque tissu, AFNOR, estampillé AFNOR quand même, hein, les 2 personnes doivent porter un masque en tissu. Voilà. Il y a une petite différence selon les masques, mais ça reste un moyen de prévention efficace et donc, effectivement, il n'y a pas de cas contact à risque s'il y a port de masque. Alors après, il était précisé que le bureau ne pouvait pas être aéré avec un apport d'air extérieur, mais et qu'est-ce qu'il en est de la ventilation mécanique du bureau? Oui. Est-ce qu'il y a un renouvellement Un petit bug. Est-ce qu'il y a un renouvellement de l'air par une ventilation? Est-ce qu'il y a… là, il faudrait voir… Et l'aération avec un bureau adjacent ou je ne sais pas, en ouvrant la porte. Enfin, il y a plein de choses à voir. Si vous êtes 3 dans un bureau, je pense qu'il y a un apport d'air qui est nécessaire hein, de toute façon. Donc, a priori, vous avez au minima une VMC. Oui, c'est le cas. Et puis, peut-être que le bureau adjacent dispose de fenêtres, auquel cas, en ouvrant la porte entre les 2 bureaux, on peut aussi avoir une certaine ventilation. Et puis, par contre, veillez à ne pas utiliser aussi, les outils sur chaque bureau sont propres à chaque salarié. Le clavier, il n'y a pas de partage d'écran, de clavier, voilà. Sinon, il faut désinfecter aussi, hein. C'est également à prendre en compte. Bon, écoutez, il n'y a plus trop de questions, donc on va s'arrêter là. Écoutez, merci d'avoir participé à cette petite réunion. Et puis, bien évidemment, nous nous tenons à votre disposition si besoin. Hein. N'hésitez pas à appeler le service de santé au travail. N'hésitez pas également à contacter votre médecin du travail si c'est par rapport aux tests ou des choses comme ça. Et puis, reste à vous souhaiter bonne continuation, puis en espérant qu'on va se sortir très vite de cette situation. Voilà. Bon courage à tous. Bon courage. Merci.